أزول فلاونا صوفيا سوانا قلاغا نوغا اللي تكلت نظام تيزين تيرا إيوا ساقير مي يرا ثيرا وسان أتفدو رحبا تيس ربعة بودليس أمازيغ ذاكي دي تزقان بيغ تلفزيون انتي رو دو ماري 93100 مونتروي كنا على السيتورا إيوا كنا درو حمد سكيم ديت ملي تاقي غا دي جمعنا تاس جيميورا رداوين اللي سننسن أثنستنين وثنهذون ودي لي صغورين بودريسن ذاكي غورنا الويكند ذاكي هزتنا وسان السبعة ذي هنا يا ريم يورا رد سمليل نغار يتكين راه يحضرن دي رحبه ياكيا نورا شاوش يوث تلمزيث يقولوا لنا داكي دي فرنسا قدرن داكي دي فرنسا ماشي كويني تتارو تغالطاس غير لاسليس غير زوراني نس غير ثلاثين نس لدغا ايكي الكل ذين اراغي ضحكون ستستيما دي سيميتو ثلاثه ونقالن نورا شاوشتين بقيتنا غاساكي سيني غازول سلامات bienvenue parmi nous Nora Chaouch. C'est la première fois que vous venez nous rendre visite, hein? Oui, oui, c'est la première, oui. Espérons que c'est ça. Oui. Donc je parlais de la 4e édition donc, du livre Amazir qui aura lieu des guerres à Al-Ghorna. Et Nora Chaouch est tkir, donc vous ferez partie le côté de Gaoula Dilin Yidna. ثلاثة ونقالن يسوريض أدن بدر أنقالو l'étrangère française وين يسوريض قبل collier d'entre-rives ومزوارو chemin de terre. Oui. Donc c'est des romans ذونقالن عند نورا تحكو داتاس ولا ما كاين دنيغ. Donc vous êtes né داكي فرنسا. Oui. Vous avez vécu داكي فرنسا mais ذي ثيرينم vos écrits reflètent beaucoup سمورت القبايل la way et on sent un lien très très fort qui vous lie. C'est quoi ce... Est-ce que c'est vrai? Parce que moi personnellement, mais où l'article le lien avec la langue kabyle. Alors le lien, comme vous dites, est très fort, certainement lié au manque, puisque j'ai vécu en France. Donc, bon, j'ai parlé kabyle en première langue, hein, c'est ma langue maternelle. Progressivement, en allant à l'école, ben, je l'ai perdue. Bon, je ne suis pas capable d'expliquer comment? Non, je ne m'en souviens pas encore. Vous le parliez couramment? Oui, très bien, couramment. Oui, jusqu'à 7-8 ans. Ouais. Et en écrivant, je me rends compte que cette langue s'impose. Elle est là, hein, même si je ne la parle pas aussi bien qu'une personne qui l'a parlé toute sa vie. Elle s'infiltre dans la langue française, puisque j'écris en français. Et donc là, je suis à mon 4e roman, puisqu'il y en a un qui est en cours. Et donc... Elle apparaît même dans mon quotidien, puisque je me surprends à me parler en kabyle sans y penser voilà, de manière consciente. Justement, comment vous vivez votre double identité, surtout quand on est auteur, on écrit forcément en français. Oui. Et je dirais, on réfléchit peut-être en kabyle, en berbère. Alors, vous essayez de nous montrer des choses. Mais il y a beaucoup quand même il y a beaucoup de kabyle là, de Oui. Alors c'est vrai que l'écriture, bon, ben, elle est en français, mais par moments, tous les passages poétiques qui font penser donc à des chants ou à des poèmes ben, sortent de manière inconsciente, certainement, de la langue berbère. Alors en écrivant, je retrouve des sensations... des impressions, des sensations, des intuitions. Je ne sais pas encore quel mot poser sur cela, mais je me sens vraiment reliée au néolithique. Et je me demande si je n'avais que la langue française dans ma pensée ou dans ma pensée et dans l'inconscient, est-ce que je ressentirais ce lien-là? Moi, je pense que cette langue kabyle, berbère, qui est très ancienne et qui est restée figée, elle est ancrée aussi, dans
dans la vie quotidienne, dans la terre, fait que, en écrivant en français, je ressens beaucoup du passé et puis de tout un peuple. Alors, à partir de quel moment, Noura Chaouch, il y a cette langue berbère, kabyle, qui veut sortir, qui veut dire des choses, qui veut nous raconter des... Est-ce qu'il y a un déclic ou ça a toujours été le cas chez vous? Ou il y avait un moment fort qui a fait que vous ressentez ce besoin? Alors, l'écriture l'a amené, sans y penser, puisque j'écris sans penser. C'est-à-dire que je pose un mot, les mots amènent des phrases, puis des textes, et au bout du compte, voilà, je me retrouve avec des formats de 100 pages, donc dans lesquels j'ai une histoire ou voilà, des passages. Et alors, les déclics, certainement, puisque pendant une période, j'ai travaillé la mise en voix des textes au théâtre 95 à Cergy, où, par ce travail, donc je me suis rendu compte, du moins, pas toute seule, puisque l'atelier qui s'appelait Étape, animé par un poète qui est en résidence, Gérard Noiret, m'a fait prendre conscience que dans l'écriture, là, il y a de l'oralité, et donc qui renvoie, puisque quand on est dans la création, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on fait, puisqu'on n'a pas la distance. C'est bien des années après qu'on peut voir, c'est comme quelqu'un qui fait un tableau. C'est avec du recul qu'on arrive à... on prend comme image, par exemple, les femmes qui tissent. On ne voit pas tout de suite ce qu'elles vont réaliser sur leur tapis ou sur leur couverture. Mais à la fin, que c'est fini... Voilà. Et donc, effectivement, on m'a beaucoup parlé d'oralité, de ce rapport que j'avais avec l'oralité qui est inhérent, qui est le propre de la langue kabyle. Voilà, exactement. Et un autre déclic, c'était une rencontre avec un écrivain qui a beaucoup travaillé sur les langues régionales en France. C'est un Français, donc Claude Dunton, et qui m'a dit un jour qu'elle allait revenir, cette langue. Elle est là. Donc peut-être qu'en entendant cette phrase, il y a une ouverture qui s'est faite. Mais c'est Walid كنت قبيليت السجي malheureusement c'est une langue ونقرارا c'est une langue qui reste vraiment de قمدقيس. Il n'y a pas une volonté je dirais politique surtout ولكن أتغرني مذانا تنرني cette langue. Je pense qu'une langue il faut vraiment la défendre puisqu'elle fait partie du patrimoine et qu'elle est en nous, elle est très... Moi, je la ressens de manière très charnelle. Je veux dire, quand j'emploie un mot, je le ressens dans le corps. Mais je la ressens, elle est dans le corps, en essayant d'étouffer. Même si on mais on autrement. On est fait de la langue, bien sûr. On est fait de cette langue. Et la délégitimer, c'est criminel, puisque on prive... On n'a pas le droit. Non, on prive les gens de leur expression profonde et de leur histoire. Et puis, Mazel s'était fait justement très très fort à Mchimini d'Agui de l'Olov, à Belfort, oui, c'est ça. Selma aussi, donc vous êtes enseignante. Oui, en lettres et histoire. Et histoire. Oui. En lycée professionnel. Voilà, donc mais il y a quand même ce lien fort qui vous lie toute l'Aïthinam. Atmithir Noura Chaouch, nerd sur ثلاثة ونقلن. C'était en quelle année, Noura? Donc le premier chemin de terre. Chemin de terre, j'ai commencé à l'écrire en 2004 et il est paru en 2007. Voilà. D'accord. Donc c'était aux éditions Henri. Voilà. Alors, le roman Chemin de terre, je suppose que c'est une histoire d'une petite fillette qui a 12 ans. Oui, alors c'est l'histoire de Zora qui découvre le village où sont nés ses parents à l'occasion de vacances d'été.
Et donc, il fait, du moins, qui rencontre ses grands-parents, ses tantes, ses oncles, et qui découvre les codes et l'organisation de la société kabyle. Et bon, elle avait déjà, bien entendu, une idée hein, de ce monde, puisqu'elle a vécu dans une famille kabyle. Je veux dire, la transmission, elle ne se fait pas que sur le lieu, mais elle se fait par la langue, elle se fait par les gestes, par tout ce qui se passe au quotidien. Mais là, elle est choquée puisque, comment dire, deux mondes se rencontrent, dont un qui lui fait peur. Bon, elle est en pleine construction, elle a 11 ans, 12 ans, c'est une jeune fille qui est pubère, hein, elle va vers l'adolescence. Et donc, elle se rend compte de sa destinée possible, qui est celle d'une femme à marier et d'une mère. Bonne à marier à son âge déjà, très jeune. Hein. C'est ce qu'elle s'est mis en tête, oui. Ouais. Oui. À travers ce qu'elle a vu donc dans le village. Mais dans le roman, c'est vrai que c'est vrai que c'était un peu... C'est pas qu'on a peur, mais bon, quelque part c'est une réalité aussi. Hein. Oui. Donc la société, oui, c'est-à-dire surtout par rapport à Tlaouine, d'ailleurs on ne traite pas les garçons de la même façon que Tchichine. Déjà, les espaces sont séparés, il y a celui des hommes, des femmes, il y a des inégalités, c'est sûr. Et elle le voit avec sa grand-mère qui lui passe des messages. Il y avait une grand-mère qui n'était pas, facile quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est une grand-mère qui a beaucoup souffert, elle était orpheline, elle était mariée très jeune, elle a connu la guerre, la misère, et donc qui est pleine d'humanité. Et avec cette humanité-là, elle voulait que sa petite fille, sorte de cette destinée à laquelle elle pourrait être mise, dans laquelle elle pourrait être mise. Donc, elle lui passe des messages, elle lui dit il faut t'en sortir, émancipe-toi. Et donc, émancipe-toi déjà en apprenant à l'école, en allant vers un métier et en devenant indépendante. Oui. Nora Chaouch nous racontait. Qu'est-ce qui a donné cette envie d'écrire, de raconter une nécessité. Parce qu'apparemment, des sacs au fond de moi étaient pleins. Oui, voilà. Donc à un moment donné, il fallait les vider, ces sacs. C'est ça, exactement. Ouais. Donc il y a une nécessité d'écrire, bien sûr. Une nécessité d'écrire puisqu'on est témoin, on est tous témoins de violence, d'injustice, et puis il y a le besoin de retrouver ma langue, mais aussi de me sortir de tout ce qui nous conditionne, de tout ce collectif qui conditionne notre existence. Il y a une quête de liberté par l'écriture. Tout à fait. Très peu. Très peu. Très peu, oui. En 2004, la dernière fois. Oui, je suis partie en 2004. Voilà. Presque, quand même. Ouais, ça passe vite. Mais quand même, oui, je suis très liée, oui, avec... j'ai de la famille. Oui, j'ai des nouvelles. D'accord. Un petit extrait, donc lors d'une rencontre qui a eu lieu ici à Paris, je crois. Oui, au musée de la Poste, donc lors de la remise du prix Sangor, qui a été donc remis à Wahiba Khiari, une auteure algérienne, pour son petit bijou, Nos silences. Donc j'ai été invitée pour présenter quelques extraits de mes livres. Donc d'ailleurs même à un moment donné la voix des femmes Bonsoir. Lecture de 6 fragments de romans, un de Collier d'Entre-Rives, les autres d'un roman en cours.
Lila est le collier. Ayant réussi à tourner la tête, Lila regarde sa grand-mère, assise sur le sol de l'autre côté de la pièce. Sans trouble, elle compte les perles d'un collier rouge. À chaque fois que ses doigts en saisissent une, quelques paroles sortent de sa bouche. La vie pousse mon cœur à quelques mètres de l'oubli. Le manque de mes jambes se calcifie. Mes doigts déambulent sur cet ouvrage. Amène ce que je peux sortir de notre âge. Le manque de mes jambes se calcifie dans celle-là, dans cette perle. Les hommes que nous avons poussés vers le jour, à qui nous avons appris à faire face au ciel au-dessus des pas sourds, nos doigts tenant leurs épaules, dans l'ombre de leurs bracelets de cheville, on s'en relâche, aiguiser les premiers outils, allongeant leurs enfants dans l'agonie et apprivoiser le feu, creusant encore plus dans la terre des bouches creuses. La vie précipite mon cœur vers l'oubli, comme à mes premiers jours, les coudes dans les déblais, le regard plus proche de la mort. Elle me précipite, les yeux crevés, mes mains couvertes de traces d'argile que l'obscurité cherche à éteindre. Des hommes que nous avons poussés vers le jour admirent le ciel, la poudre entre les orteils, les doigts repliés sur du laurier. Regarde ce collier, ma fille, je ne peux me le représenter qu'avec mes doigts et ce qui reste de lui dans ma mémoire. J'en ai donné un à chacune de tes cousines. Pour Kaina, j'avais l'impression qu'elle attendait ce geste depuis longtemps. Elle a appris à écrire. À mon époque, c'était impossible pour une femme comme moi. J'aime beaucoup ces perles. L'absence de ma mère me pousse à en façonner chaque soir avant le dernier appel à la prière. D'une voix aux vibrations multiples, la grand-mère continue. Depuis que la pluie sombre frappe dans mes yeux, j'entends beaucoup de silence. Ceux de la nuit engloutis derrière les astres, ceux que plus personne ne veut entendre. Cette pluie sombre vient à moi depuis mes plus vieux souvenirs. Elle s'est infiltrée dans mon regard, goutte à goutte, jusqu'à m'envahir de noir. Le premier orage avait secoué ma poitrine, je m'en souviens. Je me souviens encore des battements aussi sourds que ceux d'un tambour. La terre semblait trembler sous mes pieds. Et nous disons encore que cette contrée est celle des hommes fiers, que lavée par des rivières de sang, elle est celle des hommes honnêtes et propres. Elle chuchote. Mon corps tremble. À chaque fois, il tremble de l'intérieur. L'énergie d'une lave se lève dans un volcan. Une lave brûlante qui ne supporte plus les parois veut sortir pour frayer un chemin à sa chaleur. Mon corps tremble. Mes mots, mes yeux. La course des hyènes va trop vite. Elle s'étend. Elle ravage le pays. La terre tremble. J'entends ce qui grouille dans ses entrailles. J'entends s'empoisonner son sang. Je l'entends s'empoisonner par des mains pétries de putréfaction, par des corps que nous avons sortis de nos entrailles. Des mains pétries de putréfaction, tenues sur un corps sorti par nos mains et de nos entrailles. Des mains pétries de putréfaction, tenues sur un corps
sorti par nos mains et de nos entrailles. Voilà, nous la devroy سقدري سيدغرا نورا شوش سقونجل collier d'entre-rives il diffère en quelle année وجه نورا En 2012 non, en 2009, octobre 2009, oui. Alors là, c'est une autre histoire. Donc, ماشي تحكيت الزهرة mais تحكيت الليلة في كل دقيقة. Alors, سفهمة غير تشطوح. Et pourquoi le collier Alors, collier d'entre-rives, parce que Lila, qui se retrouve renvoyée de force en Algérie dans les années 90, donc pendant la période noire, est séquestrée là-bas, réussit à avoir la compassion de sa grand-mère, sa complicité, et elle lui donne un collier de coraux qu'elle doit refaire, puisque son histoire, du fait de sa condition de femme, l'amène à subir des violences. Et donc elle lui confie ce collier de coraux qui va craquer au moment où elle va quitter le territoire algérien, à l'ambassade de France, et elle doit le refaire, mais en gardant le fil de laine, encore très solide, et auquel Lila tient beaucoup. Donc, d'entre-rives, justement, refaire un collier avec ces deux mondes, en France et en... Est-ce que justement c'est facile entre ces deux rives la preuve, c'est qu'elle se retrouve prise à cause des conventions qui sont passées entre la France et l'Algérie concernant ces jeunes qui ont la nationalité française ou qui sont résidents et qui se retrouvent renvoyés de force parce que leur comportement ne correspond pas à la loi de la communauté. Se retrouvent donc sous la loi algérienne alors que ces jeunes sont français aussi. Donc, maintenant, il y a un travail qui se fait au niveau du ministère des droits des femmes, puisque la ministre Najat, qui a rendu visite à l'association Voix de Femmes en mars, à l'occasion de la Journée des femmes, elle travaille sur cette convention, mais aussi sur un texte qui pénalise les parents qui renvoient de force leurs enfants. Parce que c'est une réalité qui est encore là, qui existe et qui touche pas mal de gens. Voilà. Alors la question des femmes, je suppose... Est-ce que d'après vous les femmes dans leur combat, parce que c'est le combat de tous les jours finalement. Oui, il y a encore du travail, il y a beaucoup de travail encore. Malheureusement, beaucoup subissent les violences imposées par les hommes, par les lois des hommes. Et puis à un moment donné, tu as aussi de l'association Voix des femmes. Oui, j'en ai parlé. Je suis toujours au conseil d'administration. Pendant un temps, j'étais bénévole, puis vice-présidente et présidente. Et là, comme j'ai beaucoup de travail. Par ailleurs, je me suis retirée de ce... Et puis, tu allais dans le combat des femmes dans le monde. Oui. On est en 2013. Oui, on ne peut être que révolté par la situation de beaucoup de femmes dans le monde, en France aussi. En France, ça ne doit pas être évident aussi. Par exemple, par exemple, là, le fruit de l'immigration, est-ce que c'est je suppose qu'il y a pas mal de problèmes aussi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le choix de leur vie et qui vivent de façon dramatique et violente
le fait d'exprimer et de vouloir vivre leur conception de la vie, puisqu'ils se heurtent à des systèmes qui sont en place depuis des siècles, mais qui ne peuvent plus être réactivés aujourd'hui, puisqu'on n'est plus dans la même société. Elle ne s'organise plus comme elle s'organisait donc à l'époque des parents, de ces jeunes ou de leurs grands-parents. Effectivement, pour eux, c'est très violent. النوالي واقيلا هذا لا باش دو بيبليسيتي سينا كاين نوغال لو كدا تسنفقيت نورا شواش ديوساني وكنا غاد مسلاي غافون قالن ايد سوفا غوريت كاين ديت فاسكا 4 على ديالين ذاك دي بير تلفزيون سنه 7 غوغورا كدين لا